Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans maintenant. Et moi, c'est Geneviève, je suis orthophoniste, candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et une adulte qui bégaye. J'ai 3 chapeaux. Oui! Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et presque toujours dans le plaisir. Et aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on a deux épisodes en fait, de nos aventures en France, toi et moi. Et dans cet épisode-ci, donc premier épisode de 2, on est au 10e colloque international de l'association Parole Bégaiement. Ça a eu lieu le 25 mars dernier et le thème de la journée était « Bégayer de la différence à l'indifférence ». Et on a été invités, Geneviève et moi, pour une table ronde au sujet des podcasts en français sur le bégaiement. Ça a été vraiment extraordinaire, ça a été vraiment, vraiment chouette. Mm-hmm. Dans cet épisode-ci, on va présenter l'événement du colloque international et donner la parole à des personnes qui ont participé et qu'on a interviewées sur place. Suivez-nous dans nos aventures en France. Oui, et l'épisode 2, c'est à Lyon. J'ai été à la finale du concours de l'éloquence du bégaiement. Donc ça va être pour l'épisode 2 de nos aventures en France. Je suis un podcast et créé par l'association Bégaiement Communication, ABC, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute, mais merci d'être là et de nous suivre. Alors, tout commence 2 jours avant le colloque. On est arrivé à Paris, pas sur le même vol, parce qu'on n'a pas réservé nos vols en même temps. Ben non, c'est sûr. On aurait pu, mais on n'était pas sur les mêmes vols. Mais on arrivait à 1 heure de différence. Oui, exact. Et là, j'arrivais à Paris avec 100 copies du livre « Bégayer, c'est cool », qui est la traduction de Stuttering is Cool, financée par l'ABC, dont on a parlé sur le podcast. Mais bref, c'était pas tant une bonne idée, finalement, de transporter les livres avec moi. Ce qu'on aurait dû faire, c'était les envoyer par la poste avant. Ouais, ça a été une anecdote qui a commencé vraiment drôlement notre voyage. Ouais, parce que là, j'avais mon gros sac à dos d'aventurière, puis mon bagage à main, puis 2 boîtes contenant 100 livres. C'est lourd, là! C'était lourd. Il faut nommer aussi que là, ton sac à dos, tu l'avais parce que toi, t'as voyagé après le colloque, t'as été à Montpellier, t'as été à Lyon. Donc, c'est pour ça que t'avais plus des gros bagages, disons, en plus d'avoir ta boîte de livres. Oui, exact. Et là, comme on n'arrivait pas sur le même vol et pas au même terminal à l'aéroport Charles de Gaulle, qui est un aéroport immense, là, que les terminaux sont séparés par des kilomètres, je ne pouvais pas me déplacer avec un chariot pour les boîtes. Donc, je me déplaçais avec les 2 boîtes puis mes sacs dans les mains. Puis même si je m'entraîne quand même, puis je suis en forme quand même, là, tu sais, je suis pas Miss Muscle, là, mais comme... J'aime ça m'entraîner, tu sais, mais c'était impossible, là. C'était super long! Non, c'est ça, c'était long, il fallait comme traîner. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, je suis arrivée 1 heure après, là, on s'écrivait « Jen, t'es où? T'es où? » Puis là, finalement, tu étais dans un terminal qui était un peu fermé parce que tu pensais que j'arrivais là. C'est immense, le Charles de Gaulle, là, c'est ça. Et j'ai décidé de simplement me poser sur les boîtes et je me suis dit « Je ne bouge plus, je reste assis sur ces boîtes et je ne bouge plus. » Donc, je suis restée à l'extérieur d'un terminal fermé qui avait l'air d'être abandonné sur mes boîtes. C'était creepy. Ouais, c'était creepy. Pendant 1 heure, j'étais là, je bouge plus. Je suis bien. Et là, moi, je marchais dans l'aéroport. Et là, je le connais bien, l'aéroport, je peux te le dire. Là. Là, ça va bien. Moi, Charles de Gaulle, là, I know. Puis là, j'ai vu au loin Geneviève avec ses boîtes. Je me suis dit, oh yeah, gotcha! Et là, on est arrivé, on a pris un Uber pour aller au Airbnb. Et voilà, se termine notre première anecdote en France, à Paris, ensemble. Et maintenant, Bégayer, c'est cool, est en territoire français. Oui, il est rendu à bon port grâce à toi, Jen. Oui, et grâce à toi aussi qui m'a soutenue.
J'ai soutenu la boîte avec toi. Donc là, c'est ça. Avec nos aventures de France ont commencé cette journée-là. Et là, on était à Paris. On était tout excités de découvrir la ville. Et on a passé la première journée avec Frédéric, un de tes amis, qui nous a vraiment expliqué les rouages du métro parisien. Parce qu'il faut le nommer pour les gens qui ne savent pas. C'est immense, le métro. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec Montréal. Là. C'est quoi? 20 fois plus gros que Montréal, tu sais, les lignes de métro qui se chevauchent, les couleurs, tu sais, je veux dire, il y a tellement de sorties et de stations. Alors, ouais, on a eu une première journée pour marcher dans Paris, se familiariser avec le métro, c'était vraiment cool. Et merci d'ailleurs à Frédéric, hein, merci, vraiment. Merci Frédéric, qui nous écoutera peut-être, mais je sais pas, parce qu'il bégait pas. Peu importe. T'as étudié avec lui, c'est ça, en traduction, hein, c'est pour ça que tu le connaissais, puis... En littérature, en fait. En littérature, oups. Avant tes études en traduction. Exactement. Ouais, j'ai étudié beaucoup, d'ailleurs, j'étudie encore. C'est une autre histoire. Et là, donc c'est ça, alors avant le colloque, on avait 2 journées pour se promener à Paris puis visiter. Et moi, j'ai été manger avec Sarah Hervé, qui est orthophoniste, qu'on a reçu d'ailleurs sur le podcast avec Mouna Bizri, qui nous ont parlé du concours de l'éloquence. Et j'ai été manger aussi avec Isabelle Lecron-Miosek, qui est une orthophoniste parisienne, comme Sarah. Les deux travaillent en libéral, donc au privé. Ils m'ont amené à un endroit, là, c'était tellement incroyable. Là. Je dis ça, puis après ça, on continue avec le colloque, mais juste rapidement, là, c'est Bouillon Chartier que ça s'appelle, et il y avait tellement de gens, une file tellement longue, genre de je sais pas combien de personnes. Puis tu sais, dans un restaurant, quand t'as une filée longue comme ça, tu te dis c'est un bon signe, c'est bon, tu sais, la place est recherchée. Donc on a été dîner là, c'était incroyable, l'architecture de la place, là, les plafonds hauts, le style parisien est tellement, tout est d'époque. Alors c'est magnifique, la bouffe était super bonne. C'était incroyable. Donc moi là j'étais tellement sur un nuage dans ce voyage-là. Là. Premièrement, sans enfants, qui est quand même pour les parents qui nous écoutent, voyager sans enfants, c'est vraiment nice. Et visiter Paris là, comme de manière autonome, c'est incroyable. Merci encore beaucoup aux orthophonistes qui nous ont accueillis, qui nous ont fait visiter des endroits. J'ai été visiter le cabinet de Sarah. Après, elle m'a montré des endroits à Paris. C'est comme des couloirs, des galeries avec un toit, là, tu sais, pour les femmes à l'époque qui voulaient faire leur commission, leurs achats, mais pour se protéger de la pluie. Donc, toutes des espèces de labyrinthes, de galeries à l'intérieur, là, dans les vieilles... C'est comme tout est dans les vieilles bâtisses, dans le fond, parisiennes, c'était magnifique. Donc, merci vraiment, un grand merci à toutes les orthophonistes. Oui, et je remercie aussi rapidement les personnes qui m'ont accueillie chez elles pour m'héberger pendant mon voyage en France. Je suis allée chez Laurent Lagarde à Montpellier. Laurent est une personne qui bégait et qui a écrit des livres sur le bégaiement, qui a un blog sur le bégaiement. Oui, c'est Goodbye. Je vais mettre ça dans nos références, ouais. Et je suis allée aussi... chez Juliette Dechassé, qu'on a interviewée au podcast aussi, qui est à Lyon. J'ai rencontré sa famille, ses enfants, son mari. Et d'ailleurs, j'ai rencontré la famille de Laurent aussi, leurs chiens, leurs 5 chats. C'était extraordinaire. Là, ils sont à la campagne, dans le sud de la France. Et à Lyon, chez Juliette, j'ai visité son cabinet aussi. On a fait un groupe avec ses clients et ses clientes. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et là, si on parle du colloque, donc le colloque, on va résumer certaines conférences. On va mettre aussi dans les ressources l'horaire complet avec tous les gens qui étaient présents, tous les présentateurs et présentatrices. C'était une journée vraiment très, très bien montée avec des sujets spécifiques, très pertinents dans le domaine du bégaiement et du bredouillement, touchant la recherche, la clinique. C'était vraiment complet. Et toi, Jen, quelle conférence t'aurais envie de résumer? Oui, avant de se lancer dans certaines conférences que j'aimerais résumer, j'aimerais prendre un moment pour remercier toute l'équipe de l'Association Parole Bégaiement pour leur accueil, pour cet événement tellement riche. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir ou qui sont pas venues nous voir, mais qui ont voulu peut-être, mais qui, pour nous dire à quel point il et elle apprécient Je suis un podcast.
je me suis rendu compte que le podcast était vraiment quelque chose qui fait du bien aux gens. Puis ça a été tellement riche pour nous de rencontrer des gens qui l'écoutent, qui nous disent leurs commentaires, leurs idées, leurs suggestions et les bienfaits que ça leur apporte. Pour nous, c'était ultra riche. C'était comme une grosse vague d'amour. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Et on aimerait remercier particulièrement les personnes qui ont été impliquées dans l'organisation. On ne peut pas nommer tout le monde, c'est impossible, mais on met dans les références le programme complet du colloque si ça vous intéresse. Donc, on aimerait nommer Elisabeth Vincent et Véronique Aumont-Boucan, qui sont orthophonistes, qui sont aussi vice-présidentes de l'association Parole Bégaiement. Ouais, Yann-Éric de Fraissinet, qui est président aussi de l'APB, qui a été vraiment super gentil avec nous. Et certaines personnes qu'on a déjà reçues au podcast qui ont été impliquées dans le colloque aussi, dont Mouna Bizri de l'éloquence du bégaiement, qui est maintenant l'éloquence de la différence, ainsi que Sarah Hervé, qui est orthophoniste, qu'on a reçu aussi à l'épisode sur l'éloquence du bégaiement, et Juliette de Chassé, qu'on a reçu pour parler de l'ACT. Oui, notre séjour en France n'aura pas été le même sans ces personnes-là. Assurément. Ouais. Et donc, un bref retour sur certaines conférences du colloque qui nous ont marqués, mais en fait, toutes les conférences étaient excellentes. On a dû faire des choix. Donc, pour ma part, une conférence que j'ai particulièrement aimée, c'est la conférence de Olivier Humez, qui est aussi sur le conseil d'administration de l'association Parole Bégaiement. Sa conférence s'intitulait « 30 années d'évolution de la représentation du bégaiement ». Donc, il nous a montré de 1990 à aujourd'hui certaines représentations du bégaiement dans les médias. Donc, il nous a montré comment cette représentation-là a évolué. Par exemple, en 1988, il y avait le fameux film culte « Vol au-dessus d'un nid de coucou » où le bégaiement était vraiment représenté à des fins comiques et de ridicules, en fait. Ouais. En passant, en fait, par 2005, où il y avait des émissions comme Criminal Minds, où le bégaiement était vraiment associé à des profils de psychopathes, carrément. Puis ensuite... Ça n'a pas de bon sens, c'est fou, horrible. Hein? Ouais, c'est horrible, ouais. Puis en 2011, il y a eu le fameux discours du roi, où pour une des premières fois, le bégaiement était dépeint avec un peu plus de complexité. Ce qui est une bonne chose. Et finalement, depuis 2010, on commence à voir dans les médias, dans des entrevues, des personnes qui bégaient, qui parlent de leur bégaiement et qui le décrivent comme une force, donc qui revendiquent une sorte de fierté. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que mes recherches sur le bégaiement portent sur la stigmatisation, entre autres. Donc, pour moi, c'était super riche. Une autre présentation que, évidemment, j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Michael Boyle, qui est orthophoniste, personne qui bégait et chercheur. Et on peut dire que Michael est un de nos amis aussi. On l'a rencontré au Congrès international sur le bégaiement à Montréal en mai 2022. Et depuis ce temps, on peut vraiment dire que Michael est un bon ami. Ah oui, il est tellement gentil comme personne. Ouais. Honnêtement, à mon sens, c'est un des chercheurs internationaux les plus reconnu en bégaiement. Ouais, c'est incroyable. Fou, hein? La qualité de ses recherches, de ses articles. Il est tellement gentil comme personne. C'est la bonté même. Là. Ah oui. Et justement, évidemment, en fait, sa présentation portait sur la stigmatisation et l'auto-stigmatisation des personnes qui bégaient. Et on peut d'ailleurs entendre dès maintenant un extrait d'une entrevue avec Michael qu'on a menée lors du colloque qui nous résume sa présentation. Juste avant d'aller à l'entrevue avec Michael, à la post-production, je me suis rendu compte qu'on n'a pas mentionné que son entrevue était en anglais et qu'on va la résumer, traduire juste après. Voilà! You presented this morning at the colloque. Could you summarize what you were talking about this morning? Sure. So I was talking about stigma in the talk this morning, and that's a topic that I've been researching for a long time now.
And I was just basically summarizing how stigma can be, I think, a good explanation for how stuttered speech can lead to all these negative experiences that we commonly know that people who stutter have, like shame and guilt and anxiety and lower quality of life and problems with educational aspirations and employment and all that stuff. So I look at stigma as a really good theory or a model for how to explain all that, because it gives us a language for how to talk about it more precisely. And it helps, I think, to show that how people who stutter feel, their experiences are linked to the feedback that they've gotten from the public. I think that's really important. And so I was emphasizing that and talking about different kinds of stigma and how they are negative normally, but the good thing is they're identifiable. You can assess them, and you could also, because you can assess them, a lot of this stuff can be modified. So if you identify it and modify it, then you can help people, hopefully. Yeah. Donc, comme c'est en anglais, parce que Michael, malheureusement, ne parle pas français. Pas encore. Je vais juste faire un résumé rapide de ce qu'il a partagé. Donc, ses recherches portent principalement sur la stigmatisation et l'autostigmatisation des personnes qui bégayent. Et Michael rapporte que la stigmatisation, en fait, ça peut vraiment être une bonne explication pour les expériences négatives que les personnes qui bégayent connaissent en général dans leur vie, donc la honte, anxiété, la culpabilité, la baisse de la qualité de vie et même le choix, les choix qu'on fait dans notre carrière professionnelle. Il considère que la stigmatisation est une très bonne théorie pour expliquer ça, et ça nous donne un langage pour conceptualiser ces éléments et y réfléchir. Et donc, les expériences des personnes qui bégayent sont très liées aux réactions que le grand public a par rapport au bégaiement. Et il termine en disant que ce qui est bien, c'est que la stigmatisation et l'autostigmatisation, c'est des éléments qui sont identifiables, qu'on peut évaluer. Et comme on peut les évaluer, on peut les modifier aussi. Et lorsqu'on les modifie, on espère que ça peut aider les gens. Tout à fait. Et toi, Judith, quelle présentation as-tu particulièrement appréciée? Bien, en fait, moi, j'avais envie de faire un petit retour sur la présentation de Christian Kell, qui est docteur en neurologie, qui travaille à l'université à Francfort, donc en Allemagne, qui a publié beaucoup, hein. Tu sais, ce nom-là, Kell, là, on a vu ça pas mal là, dans les études en neuroimagerie, entre autres là, en bégaiement. Donc, sa conférence s'intitulait « Le bégaiement, un cerveau différent ». Et en gros, là, rapidement, là, parce que c'est sûr que là, on pourrait aller dans les détails, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant de sa conférence, c'est que il y avait une étude qui montrait, qui analysait en fait le fonctionnement du cerveau d'adultes qui bégaient et d'adultes qui ne bégaient pas. Et les mesures étaient prises avant une thérapie de façonnement de fluidité. Donc, je le rappelle, le façonnement, c'est de parler un peu de manière différente, avec un débit de parole plus ralenti, entre autres. Et donc, les mesures par rapport au fonctionnement du cerveau étaient prises avant la thérapie, après la thérapie et 1 an que la thérapie soit terminée, donc 1 an post-thérapie. Et ce qui a rapporté comme résultat, c'est qu'il y avait des changements au niveau fonctionnel dans le cerveau des gens qui bégayaient avec la thérapie de façonnement de fluidité. Ça veut dire que le fonctionnement du cerveau devenait un peu plus typique, si on veut, plus efficace, si on veut. Donc, oui, on le voyait dans la parole qui était plus fluide, mais on le voyait aussi dans le fonctionnement de certaines aires cérébrales. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, on pourra mettre la référence d'articles pertinents dans les ressources. Oui. Et comme on voit, il y a d'autres études, pas sur la parole, mais par exemple, les personnes qui apprennent à jongler ou à jouer d'un instrument ont des changements dans leur cerveau aussi. Puis si ils continuent à pratiquer ça tout le temps, les changements
demeure jusqu'à ce que tu pratiques plus, dans le fond. Fait que je pense que Kel, dans sa présentation, disait ça, c'est des personnes qui continuent à s'entraîner à la fluidité, si on veut, là, d'une façon constante. Oui, pour le post-thérapie, là, 1 an après, là, Oui, tout à fait. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, il parlait aussi de stimulation électrique de certaines aires là, à gauche, dans l'aire à gauche du cerveau, que ça pourrait même améliorer les effets du façonnement de fluidité. Tu sais, mais là, en même temps, c'est sûr que là, nous, en clinique, on se dit, bon, là, la stimulation électrique du cortex prémoteur à gauche, peut-être que ce n'est pas tant accessible pour moi dans mon bureau, mais quand même, Christian Kell est un chercheur à suivre, vraiment en bégaiement, là, pour les orthophonistes, entre autres, ou les gens qui bégayent, qui seraient intéressés, là, vraiment, c'est une personne très importante dans le domaine. J'étais vraiment... wow, j'étais surprise et très agréablement surprise, en fait, de le voir présenter. Et il parle en français, hein, donc c'était vraiment... c'était super. Et l'autre, rapidement, conférence que je trouvais très intéressante, donc c'est Michaela, orthophoniste, qui parlait du bégaiement pharmaco-induit, des bégaiements, en fait, pharmaco-induits. Des médicaments à l'origine de bégaiement, c'était ça le nom de sa conférence. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille, en fait, sur un sujet sur lequel je travaille présentement avec une orthophoniste pharmacienne pour essayer de créer un document pour les orthophonistes pour bien comprendre les effets des médications sur la parole, sur le bégaiement dans ce cas-ci. Et ce qu'elle disait, en fait, c'est ça, c'est que les bégaiements pharmaco-induits, c'est vraiment un trouble acquis de fluidité, si on le nomme comme ça, là, qui est généré par un traitement médicamenteux. Et ça crée un bégaiement, en fait, chez la personne. Ça peut aussi créer ou augmenter le bégaiement qui serait déjà présent, donc un bégaiement neurodéveloppemental à la suite d'un traitement de médication. Donc, par exemple, pour un psychostimulant, un enfant commence à prendre tel psychostimulant pour le TDAH, par exemple, et on voit que le bégaiement apparaît. Et ce genre de bégaiement-là, c'est vraiment ça apparaît avec la prise de médication et ça va disparaître dans les jours ou maximum, je crois, c'était 2 semaines qu'elle nommait que les effets du bégaiement vont disparaître lorsque la personne arrête de prendre la médication en elle-même. Donc, je trouvais ça très intéressant. Et tu sais, rapidement, là, c'est sûr que là, encore là, cette conférence-là, il y avait beaucoup de détails, mais tu sais, ce qu'elle disait, c'est que il y a beaucoup de médicaments qui seraient impliqués dans la survenue d'un bégaiement. C'est comme ça qu'elle le nommait. Et il faut être vigilant, nous, en clinique, par rapport à ça, dont, entre autres, la médication de type anti-épileptique, psychostimulant, neuroleptique et antidépresseur, entre autres. Donc, là, c'est ça. Nous, en tant qu'orthophoniste, elle a nommé dans sa conférence plusieurs médicaments spécifiques. Et comme je vous dis, nous, on va essayer de faire un document au Québec là, qui résume ces études-là pour avoir des données écrites de ça pour, en clinique, être capable de juger avec la personne qui bégaye. Est-ce que la médication que vous prenez aurait eu un effet sur votre parole, tu sais. Donc, voilà, moi, c'est vraiment c'est une conférence que je trouvais qui était vraiment, qui sortait de l'ordinaire, en fait. C'est rare qu'on a des conférences sur ce sujet-là, surtout en français. Incroyable. J'avais jamais entendu ça en français. Je trouvais ça extraordinaire. Ouais. C'est fascinant. Et ça serait un bon moment, je pense, pour parler de la table ronde à laquelle on a été invité sur les podcasts. Oui. Donc, le but de cette table ronde, c'était de parler des podcasts comme un partage de la différence. C'était d'ailleurs le titre de la table ronde. Et donc, on a été invité à parler aux côtés de Mike Mouya du podcast Noir et Bègue et de Malik et Christine qui ont participé à la production du podcast de l'association Parole Bégaiement qui s'appelle Bègue et toi, Bègue et moi. On a partagé nos expériences de production du podcast, des bienfaits qu'on voit chez notre auditoire, des défis et des avantages de faire un podcast sur le bégaiement par et pour les personnes qui bégayent et de comment les podcasts peuvent contribuer à faire connaître le bégaiement et à encourager la représentation de l'audiodiversité dans la société. Et on a des extraits de Mike Mouya qui nous parle de son podcast. Merci Judith et Geneviève pour cette belle invitation.
Je vais me présenter rapidement. Je suis Mike Mouya, j'ai 35 ans, je suis chef d'entreprise. Je dirige une agence de communication. Et aujourd'hui, je vais parler de mon podcast qui s'appelle Noir et Bègue. Donc Noir et Bègue, c'est un projet qui a pris naissance en 2022 et j'avais envie de raconter mon histoire, mes problématiques en tant que chef d'entreprise Noir et Bègue et c'était l'opportunité pour moi de passer un message. Donc ce podcast parle à la fois de bégaiement mais aussi de développement personnel, de dépassement de soi. Et je vous invite à l'écouter. Et sur la saison 2, je reçois des invités qui me parlent de leur bégaiement, de leur parcours, des obstacles qu'ils ont dû surmonter avec notre handicap invisible. Et pourquoi j'ai créé ce projet je pense que la première chose, c'est vraiment que pour moi, Noir et Bègue, c'est une thérapie parce que ça m'a fait beaucoup de bien de devoir m'exprimer, de devoir m'exposer sur ce sujet et aussi d'écouter, de m'inspirer d'autres personnes qui ont eu un parcours similaire ou voire même totalement à l'opposé, mais dont on a un point commun tous ensemble qui est le bégaiement. Mes objectifs sont très simples, très clairs. Sensibiliser, parce que ça permet d'éviter certaines situations, ça permet de mieux faire connaître notre handicap, ça permet de le faire comprendre aussi de rassurer les autres bègues et c'était important pour moi de sensibiliser à travers ce médium qui est le podcast. Pour moi, ce qu'on fait, je suis un podcast Noir et Bègue ou tous les autres podcasts sur le bégaiement, pour moi, c'est vraiment d'utilité publique et je suis vraiment pour cette sensibilisation et qu'on continue d'avancer. Mon podcast Noir et Bègue, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer et autres. Donc, il suffit simplement de taper Noir et Bègue ou de venir directement sur le site noiretbègue.fr. J'ai 3 saisons aujourd'hui et les 3 saisons pour un total de 22 épisodes. Il y a à peu près plus de 30 heures de contenu, donc c'est pas mal. Il y a des belles histoires, des histoires inspirantes, en boost, en motive et je vous invite à le découvrir et n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui c'est du contenu qui est gratuit, on le fait avec beaucoup d'amour et notre seule récompense c'est vos interactions. Merci beaucoup et à très bientôt sur les événements en ligne ou en physique. Merci. Donc, on remercie Mike et un grand merci encore pour cette table ronde-là. C'était vraiment, on a été très, très contente d'en faire partie, d'avoir été invitée. Et pour la suite, on se questionnait, Geneviève et moi, par rapport au thème de la journée du colloque, donc le bégayer de la différence à l'indifférence. Et on voulait avoir l'avis de certaines personnes. Donc, durant l'heure du dîner, durant les pauses du colloque, on a interviewé certaines personnes. Et on commence avec Géraud qui va nous parler de son avis par rapport à ce thème. Oui, et juste mentionner, c'était la première fois qu'on faisait de l'enregistrement terrain pour le podcast, donc il y a des fois que le micro est pas assez proche de la personne qui parle, mais on arrive à bien comprendre quand même, donc on voulait juste vous dire qu'on était consciente de ça. La et qu'on réalité vous remercie du terrain, hein? pour votre bienveillance. Ouais. Oui, c'est ça! Puis il faut dire, dans le fond, c'est niaiseux, mais tu sais, on avait comme ton téléphone, Jen, avec une espèce de petite moutte de fourrure, là. C'était comme notre... Ouais, trop cute! C'était le micro externe avec le petit poutre de fourrure, là. Fait que là, c'est ça, on se promenait avec ça pour parler aux gens. Fait que c'était très cute. Donc, on écoute Géraud et non pas Jérôme. On est au colloque de l'association Parole Bégaiement avec Jérôme. Est-ce que tu voudrais... Jérôme. Oh mon Dieu, je m'excuse. Bon, vous voyez, OK. J'ai l'habitude. C'est vrai, les gens... Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est quand même rare comme nom? Ouais, c'est un prénom qui n'est pas du tout commun en France. Géraud. Donc même en c'est beau. C'est bien Géraud. Ouais. J'aime ça, Géraud. Et quand c'est à l'oral,
Surtout quand je bégaye sur mon prénom, ça devient Jérôme très très facilement. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'il y a quelques personnes que je connais qui bégayent puis qui ont des prénoms hors de l'ordinaire, si on veut, tu sais, que peu communs en fait. Comment tu vis ça de bégayer sur ton nom, puis en même temps, c'est un nom peu commun? Est-ce que ça apporte des difficultés supplémentaires? Vu que tu poses la question, je dirais que par le passé, oui. Je pense que ça a dû poser des difficultés supplémentaires parce que je devais répéter mon prénom. Déjà, il est dur à dire souvent la première fois et la seconde, encore plus dur. Mais souvent, je passe par le fait que je l'épelle. Je dis Géraud, G-E-R-A-U-D. Comme ça fixe bien et tout le monde comprend après. Oui, puis même si tu bégayais pas, je suis certaine que tu l'épellerais quand même probablement. C'est tout à fait probable. C'est pas comme, je le vois pas comme une stratégie de compensation. Puis ça serait correct aussi, tu sais, mais je réfléchissais à ça dans ma tête pendant. C'est complètement vrai. Donc là, Jérôme, on voulait te poser la question, que penses-tu du thème du colloque, le bégaiement de la différence à l'indifférence? Qu'en penses-tu? OK. Eh bien, déjà, je suis d'accord avec le mot, la différence pour le bégaiement. Parce que longtemps, je me suis senti différent avec mon bégaiement, justement. Et seul dans cette différence. Et l'indifférence, elle arrive aujourd'hui quand je suis dans un colloque comme ça, où en fait, on est plein de gens qui bégayent et on s'en fout. Et le podcast que vous avez animé, d'ailleurs, j'en profite, est génial pour ça, parce que ça devient différent. À la fois, le sujet, c'est le bégaiement, et en même temps, il est indifférent dans le sens où il s'entend, et c'est pas grave, c'est pas ça qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est la rencontre avec les personnes, la discussion, et comme il a pu être dit ce matin, c'est une indifférence qui vient, mettre en valeur des autonomies, des individualités, et non pas un trouble qu'on appelle bégaiement. Ouais, quel beau compliment, comme c'est bien dit. On a aussi demandé à Michael Boyle, Mike, notre grand ami. Mike, c'est notre grand chum. C'est un peu vrai, en fait. Et je ne l'ai pas dit plus tôt, mais Michael Boyle, là, c'est mon inspiration en recherche. C'est grâce à lui, c'est lui qui m'a donné envie de faire un doctorat, alors que je ne le connaissais même pas, là, juste par ses recherches. Ah ouais, anyway, allons-y avec qu'est-ce que Michael Boyle pense du thème de la journée. Bonjour Michael. Bonjour Judith. Bonjour. So tell us, what do you think of the theme of the conference? I like it because I think it works on different levels. It's from difference to indifference, and I think what they're trying to get at there is not you could interpret indifference as like a lack of caring about stuttering, which obviously if you're having a conference about stuttering, that's not the way that you feel. Yeah. So I think what I take from that title is to try to go beyond, because there are surface level differences. Stuttering is a surface level difference, but I think the point is that, and this is true not just in stuttering, but with other conditions too that could be stigmatized, you want to look beyond that to the core of what the person is saying, what their true essence is, because we all have superficial differences, but that's a very weak form of communication. It's really what the person's all about, what they're saying, and what they're communicating that's important. So that's what I take from it anyway. Yeah. Thank you Sure. for your insight. Merci beaucoup. Thanks. Donc, pour résumer et traduire en français, Michael nous dit que le mot indifférence, ça pourrait être vu négativement dans le sens qu'on ne se préoccupe pas du bégaiement, mais
Là, c'est pas ça du tout, même que le fait d'avoir un colloque sur le bégaiement, ça montre à quel point ça nous intéresse et que indifférence, c'est plutôt dans le sens qu'on dépasse la forme de la parole, qu'on ne s'en préoccupe pas du tout pour se concentrer vraiment sur ce que la personne dit et que l'essentiel dans la communication, c'est pas la forme, mais c'est vraiment nos propos. Voilà. Merci beaucoup, Michael Boyle. Yeah, mais oui, je suis tellement d'accord avec ça. Maintenant, on va écouter Christine Tournier, qui est orthophoniste en France. Donc, elle est à Lille. Elle a été à Lille pendant plusieurs années. Maintenant, elle est à Bordeaux. Donc, ce qui est spécial avec Christine, c'est qu'elle a fait des études, donc on appelle le DU là, en France, le diplôme universitaire. Donc, c'est un travail d'université très poussé là, sur un sujet. Et elle le fait en bégaiement. Et présentement, elle est formée avec des gens de l'extérieur, donc avec des gens du Michael Palin Center. Donc, des gens au Royaume-Uni, des orthophonistes très, très, très spécialisés. Donc, moi, je trouvais ça vraiment cool qu'elle ait ce genre de travail-là qu'elle fait présentement. Et Christine est formatrice également. Elle forme, entre autres, pour la clientèle en bredouillement. C'est une orthophoniste très spécialisée là, que j'ai eu la chance de rencontrer. On l'écoute nous parler de sa vision du thème du colloque. Alors, la question qu'on pose aux personnes qu'on interviewe, c'est que penses-tu du thème du colloque bégayer de la différence à l'indifférence? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Eh bien, je trouve que c'est une très riche idée parce que en France, on est, je pense pas très encore dans le vocabulaire d'une différence. On en parlait ce matin, il y a encore beaucoup la notion de handicap, enfin quelque chose d'un peu pesant, d'un peu lourd. Et donc déjà, placer sous l'angle d'une différence, c'est intéressant. Et puis de passer à l'indifférence, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde soit désensibilisé. Moi, j'aime beaucoup ce terme de désensibiliser, notamment aussi pour l'entourage, pour la personne elle-même, bien sûr, mais accompagner les familles dans être pas insensible, mais désensible au bégaiement. Ouais. On ferait aussi faire des notions comme ça. Mais désensible. Ouais. C'est-à-dire en France, en tout cas, on a peut-être une notion péjorative de ce que c'est l'indifférence, c'est-à-dire que ça pourrait être une forme d'égoïsme. Mais il y a le fait de ne pas réagir, de ne pas surréagir et de pas faire ces boucles un peu négatives ça un peu dans la neutralité. Oui, ou dans c'est ok, c'est comme ça. Oui, t'as des lunettes et oui, des fois quand tu parles, il y a des répétitions de syllabes ou tu parles vite et on a du mal à comprendre. La question c'est plus qu'est-ce qu'on fait à partir de là, plutôt que lister tout ce qui va pas, qui serait un handicap ou une différence. C'est ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour quand même communiquer. Moi, je trouve ça hyper riche comme thème. Ouais. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans nos interviews avec des participants, on est tombé sur des personnes vraiment intéressantes qui avaient des projets spéciaux sur le bégaiement, dont Kim Bonnel, qui se décrit lui-même comme un bébé orthophoniste. Vous comprendrez pourquoi dans son entrevue. Et il a démarré un projet de chorale qui bégait et il nous explique d'où ce projet vient. Et spoiler, ça vient... c'est grâce à Je suis un podcast, en fait. Oui! Donc, on l'écoute. On est en compagnie de Kim Bonnel, orthophoniste à Nantes. Bonjour Kim. Bonjour, ravi d'être avec vous. Nous aussi, vraiment ravis. Voudrais-tu te présenter rapidement? Oui, je suis Kim, je suis un bébé orthophoniste fraîchement diplômé. Bébé orthophoniste. Quelle année? Cette année, je suis diplômé du mois de septembre et j'exerce donc à Nantes auprès de personnes qui bégayent, bredouillent. Les hommes, c'est cool parce qu'il y en a pas beaucoup.
diversité en orthophonie. Nous, au Québec, je pense que c'est 99% femmes, 1% hommes à peu près. Est-ce qu'en France, c'est un peu le même ratio? Je crois qu'on parle de 97%, 3%, quelque chose de très proche. Mais c'est vrai que je trouve que c'est cool de pouvoir offrir du choix aux patients. Ouais. Parce qu'il y en a pour qui ça peut être un enjeu, en fait, la personne qu'ils vont avoir en face d'elle. Ouais. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, mais c'est quelque chose que je peux mettre à profit de ces rencontres. Parce que souvent, moi, je trouvais souvent, c'est des hommes qui bégaient ou des garçons ou des jeunes garçons. Puis ils aimaient ça, avoir l'orthophoniste garçon aussi. Je travaillais avec les adolescents, là, surtout. Puis on avait un orthophoniste, Martin Forêt, pour ne pas le nommer, qui est incroyablement gentil et bon. Et c'est ça, les adolescents aimaient ça, tu sais. Fait que être avec lui. Ouais, ça peut désamorcer certaines appréhensions. Enfin, selon les enjeux de la personne, ça peut faciliter la rencontre. On aimerait en savoir plus sur un projet de chorale qui bégait que tu fais à Nantes. Et tu as des liens avec Simone Fall qui est venue à Je sur un podcast, qui a un projet de chorale qui bégait aussi. Donc, on aimerait en savoir plus sur ton projet et tes liens avec notre chère Simone Fall. Oui. Alors, ce projet, c'était d'abord une intuition, dans le sens où moi, je suis musicien et je ne pouvais pas déconnecter totalement cette partie-là de moi, de ce que je fais pendant toute la journée. Donc, j'avais commencé à faire ça dans mon petit coin. J'avais fait une séance où je proposais à des personnes que je reçois pour du bégaiement de venir chanter ensemble. Et à la suite de cette séance, je suis tombé sur votre épisode du podcast avec Simone Falk, donc tout s'est connecté dans ma tête. Et j'ai décidé de la contacter. Et effectivement, absolument charmante. Elle m'a vite épaulé, donné les enjeux de sa recherche, etc. Et ensemble, on a commencé à élaborer sur la possibilité de pourquoi pas travailler ensemble, mais c'est encore très embryonnaire pour le moment. Ouais. De mettre les groupes ensemble, en fait, les groupes de participants au Québec puis à Nantes ensemble, si on veut. C'est ça, au moins les mettre en parallèle, puisqu'on s'est rendu compte que même en termes de taille, d'effectifs, de contraintes qu'on s'était posées, moi je m'étais mis instinctivement les mêmes contraintes qu'elle. Okay. Donc pour faire de la science un peu rigoureuse, il faut que les choses soient comparables, et ça l'était par chance. Wow. Donc ça ressemblait à un signe un petit peu du destin. Oui, tout à fait. C'est tellement beau, je trouve, que de Nantes, tu puisses contribuer à ce projet-là. Ouais. Puis dis-moi, dans quel milieu de travail tu es? Est-ce que tu es en cabinet libéral? Non, tu es au public? Tu travailles dans quel établissement? Je suis en cabinet libéral, mais j'ai fait le choix de recevoir essentiellement des personnes qui bégaient, ce qui veut dire que j'ai accès à beaucoup de monde. Donc beaucoup de sensibilités différentes, parmi lesquelles des gens qui sont disposés à chanter et sans être pour autant des musiciens, des musiciennes. On poursuit maintenant avec William Chifflet, qui est une personne qui bégait, qui a écrit le livre « Sois bègue et tais-toi », qui est un des premiers livres que j'ai lu au début de mon parcours d'acceptation. Donc, quand j'ai reconnu William Chifflet dans l'auditoire, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est William Chifflet! » Et j'ai osé aller lui parler. J'étais tellement contente! Donc, on l'écoute nous parler de son expérience au colloque, de son livre et de son travail aussi, parce qu'il travaille dans la production télévisuelle, ce qui est très intéressant. Mm-hmm. Voilà, et puis là, je discute beaucoup avec des gens. J'ai un peu l'impression d'être une star, c'est génial, alors que je ne le suis pas du tout. Mais beaucoup de gens ont lu mon livre, c'est vrai. Vu que c'était le premier livre un peu qui a évoqué ce sujet de manière un peu avec humour, et surtout dont on a pas mal. J'étais beaucoup invité dans les médias à l'époque, donc on a beaucoup parlé. Je pense que ça fait du bien. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Et je crois que ça fait pas mal de bien aux gens qui bégaient aussi. Donc c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de gens qui savent qui je suis et qui ont lu ce livre. Parce que ce qui m'a beaucoup plu après, c'est tous les retours où les gens me disaient ce que tu me décris, je le vis, ce que je vis moi-même tous les jours au quotidien, et ça me fait du bien parce que je me sens moins seul. Donc voilà. Donc là, il y a des gens qui ont partagé les mêmes expériences, et c'est sympa de les revoir ou de les voir ou de te voir toi aussi.
Comme j'ai dit tantôt, pareillement, vraiment. T'as dit que t'es pas une star, mais c'est un peu faux. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu fais dans ta vie professionnelle, parce que tu travailles dans les médias? Oui, je travaille. Non, mais quand je dis que je suis pas une star, c'est ici, c'est drôle. Les gens viennent me voir en disant j'aime ce que vous faites. J'ai fait un truc dans ma vie, j'ai juste raconté un truc, quoi. Donc, je suis dans la production audio télé en France, production télé, c'est-à-dire que je trouve des idées d'émissions, je les invente, ou des gens de l'entreprise dans laquelle je suis, on propose des émissions de télé, donc il y a des chaînes de télé. Donc moi, je vends ces chaînes. Donc moi, qui suis une personne qui bégaye, je dois aller séduire les gens en racontant des choses. Donc un bon psy nous expliquerait que il y a des raisons, que c'est un peu psychanalytique que je fasse ce métier-là. Et donc après, on a des gens chez nous, ou moi, ou les équipes, on crée des équipes pour produire des émissions de télé qui passent en France après. Voilà. Intéressant, vraiment. Merci. Je t'en prie. Notre conversation s'est poursuivie sur ce qui a aidé William à vivre avec le bégaiement, ainsi que ses réflexions sur le thème de la journée. Deux choses m'ont aidé à vivre, à survivre malgré un très fort bégaiement que j'avais, moins maintenant, mais que j'avais. C'était le fait de l'assumer. Et en fait, depuis que je me suis rendu compte que je l'ai assumé dès que je suis né, quand j'étais petit, et on l'a assumé dans ma famille, en fait. Tu vois, mes parents l'ont assumé, on a appelé ça du bégaiement. Et après, moi, j'ai vécu avec ça, donc j'ai assumé. Et l'humour aussi, qui est l'humour qui permet de mettre à distance. Voilà. Donc, ces deux éléments d'ingrédients essentiels répondent à ce sujet. C'est de l'indifférence, c'est-à-dire ou de la différence. C'est-à-dire, donc, j'ai assumé cette différence, mais en assumant, les gens me voyaient pas bègue, parce qu'un bègue, on ne voit que ça normalement. Même les gens très vite ne me voyaient plus bègue, mais me voyaient moi, en sachant que j'avais un truc, mais sans se dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Donc évidemment, moi ça me parle parce que c'est mon parcours de vie, je crois. Et le fait que maintenant, aujourd'hui, le traitement de l'orthophonie se fait d'abord en traitant l'indifférence, en disant soyez indifférents vis-à-vis de vos bégaiements et vivez malgré tout, bah, évidemment ça me parle, quoi. Et finalement, on termine par une courte entrevue avec l'orthophoniste Patricia Oxenberg, que j'ai interviewée dans un café à Paris, et qui nous parle de son projet de film, de ses projets, parce qu'il y en a plus qu'un, de film sur le bégaiement qu'elle réalise avec les personnes qu'elle accompagne en thérapie. Je suis présentement à Paris, devant la gare de Lyon. J'attends mon train pour aller à Montpellier. Et avant la prochaine étape de ce voyage, je prends un café avec Patricia Oxenberg. Est-ce que j'ai bien dit ton nom, Patricia? Yeah! Patricia Oxenberg, c'est ça, exactement. Super! Je suis vraiment ravie d'être avec toi et de partager ces dernières heures à Paris en ta compagnie. Moi aussi. Pour nos auditeuristes, est-ce que tu voudrais te présenter un peu, dire quelques mots sur toi? Oui, avec plaisir. Alors donc, je suis Patricia Oxenberg, je suis orthophoniste. Je travaille en libéral à Levallois-Perret. C'est une ville tout près de Paris. Il y a le métro. Et je travaille aussi à la fac, à Sorbonne Université, où je suis la responsable du module bégaiement à l'école d'orthophonie. Et je dirige le DU bégaiement à Paris. Et je suis aussi formatrice. Voilà. Et pour nos auditeuristes, on s'est rencontrés au congrès international sur le bégaiement et le bredouillement à Montréal en mai passé. Puis à ce congrès-là, tu as présenté un de tes films sur le bégaiement. Est-ce que tu voudrais nous parler de ce film-là? Oui, c'est un film qui s'appelle Projet Bégaiement. J'ai eu un prix pour ce film au festival du film en orthophonie de Nancy. J'ai eu le prix coup de cœur du jury. Donc c'est un film où j'ai présenté en France l'approche sociale qui n'était pas très connue pour la thérapie du bégaiement. Et
avec des adolescents. Donc, il y avait une vingtaine d'adolescents qui participaient au projet, à tout. En fait, aussi bien au scénario qu'au choix de la musique, enfin, à tout. Et puis, j'ai un ami qui s'appelle Arnaud Amar, qui est un orthophoniste qui fait toutes mes illustrations depuis longtemps. Et puis, avec Élodie Marchin, qui est psychologue et qui juste m'aidait pour les textes, en fait, parce qu'on a aussi écrit du texte pour ce film. C'est un excellent film que j'ai eu la chance de voir parce qu'à l'ABC, on l'a présenté lors d'un événement en ligne en septembre 2022 et ce fut fort apprécié par les orthophonistes au Québec qui, je pense, ça leur a donné des idées pour leur pratique. Est-ce que tu dirais que de faire ce film-là a eu des bienfaits pour les jeunes? Alors oui. D'ailleurs, moi, quand je fais des films, avant tout, c'est pour que ce soit thérapeutique et pour que les jeunes... en fait, c'est pour vraiment travailler sur l'estime de soi, pour que les jeunes sortent de leur self-stigma. C'est vraiment ça, mon but. Le but, c'est pas de faire un film, en fait, en soi. Et oui, parce que le fait de se voir comme ça, à l'image, autant de fois... puisque les jeunes regardent les rushs, ils ont le droit aussi d'en refuser ou de vouloir retourner une scène s'ils ont envie. Vraiment, ils s'habituent à se voir en train de bégayer et ils commencent à se trouver bien, même avec le bégaiement. Et finalement, ça va vraiment, le fait d'augmenter leur estime de soi va faire qu'ils vont se mettre à parler plus à l'extérieur, à prendre plus la parole et puis finalement à se sentir de mieux en mieux. Donc c'est ça le but. Pour clore cet épisode, un grand merci encore à tous ceux et celles qui ont participé à nos interviews un peu spontanées, dans le fond, durant le colloque. Donc, encore un grand merci. Et on se revoit pour l'épisode 2 de nos aventures en France pour la finale du colloque de l'éloquence à Lyon, à suivre dans l'épisode 2. Merci tout le monde! Merci à tous et toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, on le rappelle, une association pour les adultes qui bégayent. On vous invite à vous rendre au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC et à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Et si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, sur Apple Podcasts, YouTube ou n'importe quelle plateforme où vous l'écoutez. Et on remercie Alexandre Cadelis, qui est un adulte qui bégaie et qui s'occupe de la post-production du podcast, ainsi que tout le conseil d'administration de l'ABC qui réécoute et révise notre contenu avant publication. Merci, à bientôt!